Alors, François, première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te meut et t'émeut? Me. C'est tout qui m'émeut, c'est absolument tout qui me meut et tout m'émeut. Quand le simple fait d'être, le simple fait d'être incarné sur cette terre, je trouve que c'est vachement émouvant et que de toute façon, on a intérêt à se mouvoir parce que sinon, c'est difficile de survivre. Mais franchement, bon, et évidemment, si je veux préciser un petit peu les choses, bien sûr, et ça depuis que je suis petit, moi, c'est les plantes, quoi. C'est les plantes, je trouve ça tellement génial, les plantes. C'est vraiment la base, c'est vraiment le fond. Mais à côté de ça, tout m'intéresse, absolument tout m'intéresse. La technologie, la psyché humaine, je sais pas, nos difficultés à nous situer sur Terre, tout ça, je trouve ça absolument passionnant et ça me donne envie de faire quelque chose avec et je fais quelque chose avec à chaque instant. Hmm, merci. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie aujourd'hui? Ah, alors, au centre de ma vie, c'est Keiko et c'est les plantes. Ou c'est les plantes et c'est Keiko, comme on vit ensemble et qu'on partage tous nos moments ensemble et qu'elle met aussi spontanément les plantes au centre de sa vie à elle, on n'a aucun problème à trouver la concordance. Voilà. Mais au-delà de la relation que j'ai avec Keiko, au-delà de la relation que j'ai avec les plantes, et qui est pratiquement vieille comme moi, ce qui commence à faire pas mal d'années tout de même, eh bien, c'est le travail que je fais dans mes cours, dans mes formations, en particulier dans mon collège pratique d'ethnobotanique. Euh, c'est à ça que je passe le plus clair de mon temps éveillé, et même probablement j'en rêve la nuit aussi. Mais alors, dans tout ça, comment tu prends soin de toi? Oh simplement en étant honnête, je crois que la meilleure façon de prendre soin de ça, c'est d'être honnête. Tu vois, c'est de communiquer avec tout ce qui nous entoure, et y compris en particulier avec les êtres humains, ce qui est le plus difficile, et puis de communiquer sans peur. Tu vois, être honnête, ça veut dire mettre ses peurs de côté, quand il y a des peurs, parce que j'ai toujours des peurs, évidemment, qui viennent, de les regarder en face, bien en face, là, dans les yeux, tu vois, ce qui est pas toujours évident, évidemment, puisque ça fait peur, mais d'aller au-delà, quoi. D'aller au-delà à chaque fois, et donc de dire les choses telles que je sens qu'elles sont vraiment. C'est très efficace, je trouve. Si tu pouvais partager un premier souvenir autour de la thématique, donc nature et vadrouille, que j'aime Ah. tout ça. Est-ce que tu vois? Premier souvenir, je ne sais pas si c'est le tout premier, je ne sais pas exactement à quand ça remonte, mais enfin, c'est moi, gamin, dans les Alpes avec ma maman qui était alpiniste et qui, comme elle ne pouvait pas nous emmener gravir le Mont Blanc et les autres sommets du massif, nous emmenait à proximité pour passer des vacances, de longues vacances en été. Et voilà, on ramassait des myrtilles, des framboises, des champignons. Moi, je jouais, je faisais des petits barrages dans les ruisseaux. Je veux dire, c'était carrément paradisiaque et c'est ça mes premiers souvenirs. Une rencontre marquante qui fait que tu en es là aujourd'hui. Tu peux être un humain, un lieu, un projet, autre. Alors, j'ai eu beaucoup de rencontres marquantes parce que finalement, je crois que toutes les rencontres que je fais, même encore à l'heure actuelle, toutes, y compris la tienne d'ailleurs, me marquent, me font avancer, changer de toute façon. Mais des rencontres vraiment particulièrement fortes parce qu'elles m'ont orienté dans ma voie, si je puis dire. Il y a d'abord celle d'un vieux botaniste poète qui avait plus de 80 ans quand moi je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, 16 ans, ouais, c'est ça, et qui m'a appris la botanique à coups de sonnet classique parce qu'il était botaniste et poète, donc il écrivait
des vers sur les plantes, et donc j'ai appris la botanique en vers, ce qui était pas mal. Après, ça a été un oncle à moi qui était végétarien et philosophe, qui m'a appris à penser différemment de mon milieu bourgeois parisien du 7e arrondissement, quand j'avais 20 ans, et lui en avait 4 fois plus que moi, et avec qui j'ai fait part de mon projet de partir vivre dans les bois pour me nourrir de plantes sauvages. Enfin, c'est un peu en discutant avec lui que j'en suis arrivé à cette conclusion que je pourrais réellement vivre dans la nature. Et donc, j'ai fait un cours accéléré sur les plantes sauvages avec lui. Et puis, il était végétarien. Moi, j'étais un bouffeur de viande invétéré parce que, étant des bourgeois parisiens, la viande, c'était un symbole de statut et que donc, il fallait bien le montrer et qu'en plus, j'adorais ça. Voilà. Donc, il m'a vraiment... j'étais déjà mis en mouvement. Des rencontres avec Mescalito, par exemple, l'esprit du peyote, quand j'ai pris du peyote et que je lui ai dit aux États-Unis, au fin fond du désert, et que je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais devenir un avec tout. Parce que c'était mon truc, je voulais devenir un avec tout. Il m'a dit, ah, c'est que ça? Bah écoute, c'est pas un problème. Et il m'a fait devenir un avec tout. Et je suis devenu un avec tout. Et c'était tellement insupportable parce que bah oui, je cessais d'exister. La seule façon d'être un avec tout, évidemment, c'est de plus être soi-même. Donc, n'étant plus moi-même, j'ai vécu ça comme une angoisse euh, absolument terrible. Et je lui ai demandé, au bout d'un certain temps, je lui ai dit, non, écoute, on arrête là, on arrête là. Il m'a dit, t'es sûr, parce que ça reviendra pas. Et après, il m'a expliqué sous d'autres formes que pour être un avec tout, faut mourir. Voilà. Et comme j'avais pas vraiment envie de mourir et que j'ai pas encore maintenant tellement envie de mourir, je me suis dit bon, ok, je vais revoir un petit peu mon questionnement, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et une autre rencontre qui a été très forte, ça a été Yves Coppens, celui qui a découvert Lucie avec Johansson en Éthiopie, et qui m'a dit ah ben j'aimerais bien savoir ce que fait Lucie. Et c'était le premier, parce que Coppens c'était quand même une personnalité. C'est quand même quelqu'un qui avait pignon sur rue. Et la première personne qui me dit ah oui, mais ce que vous faites, c'est très bien, c'est vachement intéressant, les plantes sauvages. Alors que tout le monde me disait, bah attends, arrête de rigoler, sois sérieux, prends un vrai job, quoi, tu vois. Et donc, c'est grâce à Coppens que j'ai pu remettre le pied dans des études, parce que je m'étais fait virer du lycée Buffon quand j'avais 18 ans, c'était en 68. Et donc, il m'a fait revenir dans le milieu, enfin, dans la démarche et dans le milieu, il faut dire, académico-scientifique. Et du coup, j'ai pu passer mon doctorat et acquérir un certain nombre de connaissances et de diplômes qui, à l'heure actuelle, font du bien parce que ça pose, ça rend service, effectivement. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers Coppens également. Et puis la liste serait longue, hein. Mais voilà, ces 4 rencontres ont été essentielles dans ma vie. Quelle question tu n'aimes pas que l'on te pose sur ton projet ou dans ta vie en général? Bah, c'est pareil, ça ils ont une, on va voir. J'ai pas de. C'est possible, tu sais, j'ai pas testé mes limites forcément très loin, donc vas-y, je t'en prie, Colline, fais ton office. Excellent, excellent. L'arroseur arrosé. Et ben là, j'ai pas envie de t'agacer, donc je vais pas. Ah, mais tu peux m'agacer, j'aime bien qu'on m'agace. Après, écoute, l'avantage de la technologie à distance, c'est que je ne pourrais pas t'étrangler de toute façon. Génial, Dieu soit loué. Bon, d'accord. Et ben, écoute, c'est moi qui botte en touche. Mais la question suivante va un peu de pair. Quels sont les sujets qui te mettent un peu en révolte dans le monde actuel? Enfin, qu'est-ce qui, à l'extérieur de toi, quand on parle de la permaculture, par exemple. Ah oui. Pour toi, c'est de la bien-pensance, c'est ça? Ouais, c'est de la bien-pensance. C'est de la bien-pensance dans la mesure où ça fait partie de ces sujets. Je prends celui-ci parce que je le connais assez bien vu que j'ai connu la permaculture, j'ai appris la permaculture, même je dirais dans les années 70 quand je vivais aux États-Unis, en Californie. Et voilà, j'ai traduit les premiers bouquins de Mollison en français.
Et donc, je vois ce que c'était pour moi la permaculture, ce que c'est devenu maintenant. Maintenant, c'est devenu un concept. Et ce contre quoi je m'insurge, c'est contre certains aspects de ce concept. Entre autres, par exemple, la permaculture de base, c'était plusieurs choses. C'était d'abord, il y a une zone qui est laissée à la nature, la zone 5 qui est laissée à la nature. Bon, alors c'est très bien. On voit que maintenant, la zone qui est laissée à la nature, il y en a plus tellement. Parce que, évidemment, à l'époque, je veux dire, quand c'était des Australiens ou des Américains, ils avaient du terrain. Tu vois, quand tu mettais un terrain en permaculture, tu avais de l'espace. Donc, tu pouvais te permettre de laisser quand même une partie à la nature. Maintenant, quand on est en Europe, en France et encore plus dans d'autres pays ou dans certains coins, en tout cas, on n'a plus vraiment suffisamment de terrain. Qu'on pense, alors qu'en fait on peut. Mais si tu veux, ce qui me choquait quand même déjà à l'époque, c'était que ce terrain qui était laissé à la nature, oui, c'était laissé à la nature, mais c'est pour servir l'homme, pour rendre service à l'homme si il en a besoin. C'est pas du tout pour le laisser à la nature en tant que telle. La nature, là-dedans, c'est un concept, encore une fois. C'est pas une réalité vécue. Pour moi, la nature, c'est avant tout une émotion. On pourra peut-être en parler tout à l'heure si tu veux. Mais en tout cas, c'était ça. Donc, quand on me dit encore, oui, la permaculture, c'est travailler avec la nature, je dis, attendez, est-ce que vous savez, quelle est votre définition de la nature? Qu'est-ce que c'est que la nature pour vous, tu vois? Si la nature, c'est laisser des possibilités à l'être humain, non, pour moi, c'est pas ça. D'autre part, dans les premiers bouquins de Mollison, il n'hésite pas à utiliser un bulldozer pour créer des mares, pour modifier son environnement, comme a fait par exemple Sepp Holzer en Autriche, qui a complètement transformé son montagne pour faire un petit paradis. Et j'ai rien contre. Ce qui me dérange, c'est l'incohérence. Tu vois, ce qui me dérange, c'est l'incohérence. Voilà. Et maintenant, c'est devenu, je sais pas comment dire, c'est devenu un concept que tout le monde utilise et met à sa sauce. C'est un terme, permaculture est un terme aussi galvaudé à l'heure actuelle que nature ou amour ou respect. Tu vois. Donc ça, oui, effectivement, ça m'énerve. Ouais, t'as mis le doigt dessus là. Merci. Merci. Du coup, ça me donne envie de te poser une autre question, mais que je garde pour la fin. Quels sont, par rapport à ton projet d'école et globalement tes projets de livres aussi, qui sont aussi liés, qui sont un petit peu comme moi je le vois, des petites graines que tu peux semer aussi et diffuser. Quels sont tes apprentissages personnels? Ça peut être des difficultés, des impatiences, aussi des joies, bien sûr, des claques, je sais pas. Quels sont un peu les apprentissages que tu peux en tirer? Je comprends pas bien ta question, je t'avoue. Par rapport à ton projet d'école oui. tes ok. Quelles sont les relations, tu parlais aussi des relations avec les gens tout à l'heure, quelles sont alors ok. Là, je peux te dire un truc. C'est vrai, et c'est bien que tu me poses la question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange et que j'ai envie de mettre de côté. Si tu veux, j'ai cette tendance, cette vieille tendance hippie, tu vois, à vouloir aimer tout le monde. Et tant qu'à faire, évidemment, par retour, à vouloir que tout le monde m'aime. Tu comprends? À vouloir que tout le monde soit honnête, soit franc, soit direct, que tout le monde, que les gens n'aient pas peur de moi et que s'ils ont des difficultés par rapport à moi ou mon enseignement, ils viennent vers moi et ils me disent tranquillement, François, écoute, etc., tu vois. Eh ben ça marche pas toujours. Ça marche de plus en plus, de mieux en mieux, avec de plus en plus de personnes, mais il y a quand même des gens qui, tout d'un coup, me claquent dans les doigts et ça me gêne, tu vois, dont j'ai plus de nouvelles ou qui me disent des choses que je comprends pas, tu vois. Et ça me gêne, ça me dérange, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je le vois là, par exemple, le CPE 20, donc notre dernière session qui est en 3e année, il y a quelques personnes qui ont laissé tomber à la fin de la seconde année. Ça me dérange. Ça me dérange. Surtout que j'ai vraiment l'impression, et c'est pas que l'impression, non, c'est que ces personnes ne veulent pas communiquer avec moi, quoi. Tu vois. Donc je me sens lâché, quoi. Ouais, effectivement. Oui. Mais alors, je relativise facilement dans la mesure où, avec tous ceux qui restent, là, depuis justement qu'on a, j'emploierai cette expression qui est un petit peu mesquine, mais dégraissée,
ça bouge, ça bouge. On est parti, je vais pas dire dans une autre dimension, mais avec une autre vitesse, quoi. Tu vois, une autre vitesse et une autre qualité de communication et de plaisir. Mmh. Donc, mais ça fait longtemps que je le sais, il n'y a pas de bien sans mal. Tu vois. Moi, je vis au quotidien avec la pensée paradoxale. C'est-à-dire que quand une chose est vraie, son contraire est vrai en même temps. Donc, quand il y a du bien, il y a du mal en même temps. Et en fait, si je regarde les choses, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est uniquement mon positionnement qui compte. Tu vois. Il n'y a pas du tout de mal à ce que ces personnes m'aient lâché. Je sais qu'il y en a d'autres qui font des choses ailleurs. Ce qui me gêne plus, tu vois, je me rends compte, c'est quand je sens qu'il y a une souffrance chez les gens sur laquelle je pourrais sans doute influer, que je pourrais peut-être diminuer un petit peu, s'ils prenaient sur eux-mêmes pour dépasser quelque chose. Et j'y arrive pas, tu vois, et j'y arrive pas. Et ça m'embête. Et ça, bon, je pense qu'il faut que je lâche, parce que je peux pas sauver le monde, quoi. Mmh. Ok, merci. La prochaine question, c'est qu'est-ce que t'évoque l'image de la mosaïque? L'image de la mosaïque? Mosaïque, c'est une collection de petits livres chez Glénat pour laquelle j'ai créé d'autres petits, j'ai créé, rédigé, publié quelques petits livres. Mosaïque, c'est marrant. Sinon, mosaïque pour moi, je sais pas, les mosaïques romaines, par exemple, tu vois, mosaïque de Ravenne, tu vois, les trucs, des petits fragments. Mosaïque pour moi, c'est des fragments qu'on met ensemble et qui, du coup, qui chacun de leur côté signifie rien et qui tous ensemble signifient quelque chose. Mmh. Ah oui, c'est joli. Ben, je sais pas. C'est quoi pour toi? Ben, ça m'intéresse puisque tu me poses la question. Je te réponds. Oui, bah, pour moi, la mosaïque, c'est effectivement. Bah, je l'ai exprimé dans mon petit portrait qui est en ligne. Oui. Donc, je te renverrai le lien et je pourrais te. Mais je l'ai lu ton petit portrait, mais ça fait longtemps. Mais oui. Non, bah, très bien. Non, bah, je te la relirai parce qu'effectivement, j'ai écrit une réponse que je trouve juste, mais qui est tout le temps en mouvement. Donc, je pourrais t'en redire une autre. C'est ça que je trouve bien avec l'image de la mosaïque. Okay. Et il n'y a pas deux personnes qui répondent la même chose, donc je trouve ça assez magique. Alors, si tu étais une question, tu te formulerais comment? Elle est un peu perchée, cette question, mais je l'aime bien. Non, ce serait très simple, ce serait pourquoi. Ok. Ma question, c'est pourquoi. Je posais tout le temps cette question à mon père, qui me répondait parce que c'est comme ça. Ça me fichait hors de moi. Oui, je peux comprendre. Et je me suis toujours efforcé, quand mes enfants me tannaient avec des pourquoi, de leur apporter des éléments de réponse un peu plus précis. Parce que je pense qu'on le peut. Mais je l'ai bien compris après, c'est que chez mon père, la question pourquoi, c'est lui. Il a eu une vie tellement difficile, il a connu la guerre, il a connu la captivité, il a connu la mort de sa femme en déportation, enfin plein de choses pas drôles du tout, que je sais qu'il y a des il y a des questions qu'il n'était pas possible de lui poser, et il voulait pas aller trop loin dans ses propres questionnements, je pense, tu vois. On est des privilégiés, hein. Oui, c'est exactement. On est sacrément des privilégiés et on le voit vraiment très fort à l'heure actuelle, et ce serait bien qu'on se regarde un petit peu en face une fois, ça ferait du bien, parce que là on est en train de nous mettre la tête dans la cuvette des water, mais ce serait bien de le faire soi-même sans attendre qu'on tire la chasse, quoi. Ouais. Ça fait écho à la prochaine question. Tu parles de gratitude finalement. Et moi, j'ai envie de t'interroger sur quelle place fais-tu au don dans ta vie, de manière générale, que ce soit du don d'argent, que ce soit le don au sens large. Il y a plein de définitions, mais pour moi, ouais. Alors le don pour moi, ça reste quelque chose de très conceptuel ou quelque chose de très culturel, tu vois. Donner pour moi, tout est don. Absolument tout est don. Tout est partage, constamment. Regarde une plante, elle prend de la lumière, elle prend de l'oxygène, elle prend
Oh là là, elle prend de la lumière, elle prend du gaz carbonique, elle prend de l'eau et elle donne de l'oxygène et du sucre. Tu vois? Et c'est ça qui nous permet de vivre. C'est, pour nous, animaux, c'est le don essentiel. Sans ce don, il n'y aurait rien. Nous, on donne notre corps quand on se décompose à toutes les autres petites bêtes qui vont se nourrir de nous. Tu vois, on donne nos excréments chaque jour à toutes sortes aussi de petites bêtes. On est forcément dans le don. Voilà. Donc le don, dans la réalité, il est partout. Après, le don, il est dans le concept. Et le don, il est avant tout culturel. Quand tu t'intéresses un petit peu à l'anthropologie, tu commences par exemple à lire l'essai sur le don de Marcel Mauss, ou bien que tu vas lire les bouquins de Testard ou d'autres anthropologues qui, comment dire, ou des scolaires, ou des gens qui, tous les gens qui sont allés étudier des sociétés, ou Malinowski, enfin, tous les gens qui sont allés étudier des sociétés différentes de la nôtre, expliquent que le don tient une place importante, fondamentale et particulière dans la structure des différentes sociétés. Tu vois, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de très culturel et dans notre société, c'est un peu flou. C'est un peu flou, c'est un peu flou. C'est un peu flou parce qu'on est une société spéciale, on est une société qui a des règles, on a des règles qui sont extrêmement établies, mais on voudrait les faire bouger ces règles, on les accepte pas, et en même temps, elles sont là et on peut pas s'en débarrasser. Je parlais du néolithique tout à l'heure, c'est à peu près la même chose, tu vois. On est une société qui sait que pour avancer, elle devrait dépasser la pensée néolithique, qui est le concept de base dans lequel on vit, nous, notre société, et qui fout tout le bordel qu'on sait à l'heure actuelle, mais personne, pas même Greta Thunberg, est capable de, ou Pierre Rabhi, est capable de dépasser ce néolithique. Donc c'est gênant, on tourne en rond là, on tourne en rond, je trouve. Et avec le don, c'est un petit peu la même chose, quoi. Enfin, pour moi, je donne ma vie à ce que je fais. Et je pense que tout le monde donne sa vie à ce qui, à plus grand que lui, quoi. Et alors, en parlant de plus grand que soi, ou plutôt des connexions et interconnexions, si, Oui. sur cette planète, si tu devais partager 3 endroits où être, c'est-à-dire the place to be, là je voulais faire un jeu de mots avec ça, avec des porteurs de projets que tu affectionnes, qui tu mettrais dans ton sac de voyage, quoi. Trois personnes, trois projets qui te tiennent à cœur, avec qui tu aimerais, ou tu collabores peut-être déjà. Je connais pas grand monde, tu sais, moi. D'accord. En fait, je connais pas grand monde. Je sais pas à qui tu fais référence. Je Ah sais bah, même pas ce que tu appelles porteur de projet. Moi, je vois chaque individu comme un porteur de projet, personnellement. Chaque individu que je rencontre, même si c'est le flic qui est en train de me coller une amende, je le vois comme un porteur de projet. Il n'est pas différent, je ne sais pas, on parlait de Pierre Rabhi tout à l'heure, il n'est pas différent de Pierre Rabhi ou de Macron. Macron, c'est un porteur de projet aussi. Poutine aussi, c'est un sacré porteur de projet. Hein. Alors, je suis pas d'accord avec les projets de tout le monde, hein, je te dis tout de suite. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, je sais pas si tu penses à des gens en particulier, je veux bien que tu me dises, parce que moi, j'aime beaucoup découvrir, quoi, tu vois. ah, très bien. Donc, tu es ouvert. Ah non, non, je pense à personne. C'est vraiment une question que je te pose à toi. S'il y a vraiment des. Mais ta réponse est très précise et en même temps, je la trouve philosophique et c'est très chouette. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure du un avec le tout, en fait. Qui est que finalement, on est tous sur cette terre et et on donne sa vie à ce qu'on fait, comme tu dis. Je trouve Oui, ça oui, bah oui, ça me paraît sûr, ça. Ouais. génial. J'ai très envie de finir cet échange avec une question bonus spécialement pour toi. Quelle est ta définition de la nature? Moi, ma propre définition de la nature, eh bien, c'est une émotion. Je peux pas le définir. Si, je peux le définir autrement. Parmi les 29 définitions de Littré, par exemple, je pourrais choisir celle de le il le dit pas comme ça d'ailleurs, mais moi je le dis comme ça. Un lieu où on ne sent pas la présence humaine, tu vois. Alors c'est évidemment vachement ambigu parce que
quand on écoute Descola, par exemple, il nous explique de façon très claire, et je l'ai vécu ça dans certains endroits du monde, que la nature, c'est une création de la culture. La nature, ça n'existe pas en soi. Et c'est tout à fait vrai, bien sûr. Bien sûr. La nature, c'est comme amour, c'est comme respect, c'est comme permaculture, sont des mots qui sont tellement galvaudés qu'en soi, ils ne veulent rien dire. Mais ça n'empêche pas, justement, à partir du moment où on le sait, ça, eh bien, on va définir ce qu'on entend par là. Et une façon de faire que je trouve extrêmement efficace, et qui est due à un ami qui est mort malheureusement il y a quelque temps, qui est François Terrasson, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et vraiment, 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 il a expliquer les choses de façon très claire. Et voilà. Et en ce qui concerne la nature, lui, il disait, mais la réalité, il n'y a pas une nature, mais des pourcentages de nature. Des pourcentages de nature. Entre 0% dans un studio de télévision, par exemple, où il n'y a que de l'artificiel, que de l'humain, et 100% où on aurait, par exemple, un endroit, une forêt absolument primaire, ou un désert total où il n'y aurait pas moindre trace d'être humain, eh bien, on évolue selon des pourcentages de nature. Tu vois. Et c'est vachement intéressant parce que quand on prend conscience de ça et qu'on arrive à quantifier le pourcentage de nature dans l'environnement de l'environnement dans lequel on vit, là, ici, par exemple, à Brinda, je regarde par la fenêtre, je vois un petit peu des arbres, ils vont bouillonner au fond. Ah, je suis à peut-être, je sais pas, 20% de nature, 20-30% de nature, quelque chose comme ça. Parce que je sens dans mon jardin, il y a des plantes. Il y a des plantes cultivées, mais il y a aussi des plantes sauvages. Les plantes sauvages, c'est du 100% de nature. Et voilà. Les mauvaises herbes, tu vois. Mais les plantes cultivées, c'est du 40% de nature. Enfin, et davantage, les plantes transgéniques, c'est du 10% de nature, peut-être. Enfin, etc., tu vois. C'est vachement utile comme outil, ça, pour quantifier. Et alors, ce qui devient intéressant là-dedans, c'est de pouvoir bien prendre conscience du pourcentage de nature qu'on préfère, dans lequel on se sent le plus confortable. Et quand on est honnête avec soi-même, on se rend compte que généralement, ce qu'on appelle la nature, c'est la campagne. Et la campagne, c'est du 40% de nature, quelque chose comme ça. Enfin, selon les lieux, ça peut même être moins quand on est en Beauce, c'est à peu près comme ici, et même peut-être pire, parce qu'il y a plus de pylônes électriques qu'il n'y a d'arbres, tu vois. Quand on est en haute montagne, on approche peut-être les 90% de nature dans certains endroits, ça arrive. Mais tu vois, tu vas trouver des traces comment dire, d'alpinistes qui sont passés, ou de choses comme ça, voir une boîte de conserve qui a été laissée là. Ça influe. Et donc pour moi, la nature, c'est avant tout une émotion. Tu vois, on a essayé de remplacer le mot nature par biodiversité. Ça signifie pas du tout la même chose. La biodiversité, c'est quantifiable. La biodiversité, c'est quand on ne veut pas justement entrer dans ces émotions et du coup utiliser un terme de nature qui est flou, qui est vague, parce que les émotions, c'est flou, c'est vague et ça nous emporte. Voilà, la nature, c'est une émotion. Un grand merci François, tu es vraiment une pépite. Je peux me permettre de dire une chose, Oui. Colline? Oui. Alors, non, je pense pas être une pépite. Enfin, si tu veux, pour moi, ça a des connotations qui me parlent pas trop parce que c'est basé sur la valeur que dans notre culture, on attribue à certains métaux comme l'or ou comme l'argent, tu vois, et qui sont à la base de l'accumulation de richesses que personnellement je trouve assez indue et d'un système hiérarchique dans lequel j'ai pas envie de vivre. C'est un terme qui est quand même extrêmement néolithique, tu vois. Ah bah oui, mais c'est ou provocateur. Pour votre respect, monsieur le juge. Ou provocateur exprès, non? Je ne sais pas si c'est exprès ou non, mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir parce que Pépite, on en parle beaucoup. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est quand j'ai lu hier un article du Monde qui parlait d'un petit restaurant et qui disait ah, on y trouve des pépites. Et je me suis dit mais arrête quoi, arrête. On est tellement dans le néolithique encore quoi. On est tellement ça. Et puis après avoir regardé les routes de l'impossible en Mongolie ou un machin comme ça où les mecs ils vont chercher de l'or et ils sont contents et ils trouvent quelques petits microgrammes d'or et ils vont en tirer 5 euros. Les mecs ils sont contents, ils ont gagné leur journée avec ça. Non mais t'imagines quoi. Je veux dire quand on se replace là-dedans, quelle valeur est-ce qu'on attribue à, en l'occurrence, un minéral qui a des qualités, certes, mais qu'est-ce qu'on fait autour de ça? On est quand même vachement tordus, les êtres humains, tu vois. On est quand même vachement tordus et
C'est un chouïa problématique quand même, je trouve. Donc ça me fait poursuivre mon questionnement. Et donc je te remercie de m'inciter à poursuivre mon questionnement et de m'avoir donné l'occasion d'exprimer quelque chose, parce que tu m'as posé des questions qu'on me pose pas habituellement. Tu vois, je veux dire, on m'interviewe de tous les côtés, c'est très bien, j'aime bien, ça booste l'ego en plus, tu vois, j'aime beaucoup me booster l'ego. Enfin, plus ou moins, hein, plus ou moins, quand même. Mais j'ai trouvé que tes questions étaient vraiment différentes et c'est chouette, quoi. C'est chouette. Voilà, merci. Merci à toi, François. Merci beaucoup. Surtout avec ta voix de Janis Joplin, c'est c'est éphémère. Ouais, pourquoi pas.